Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants, Paroles de Stars. Nous serons en compagnie de Jean-Loup de Tapia. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Jean-Loup de Tapia, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, quelle est votre actualité du moment? Alors pour l'instant je suis au Bar des Oiseaux à Nice, chez Noël Perna. Et c'est la deuxième fois que j'y viens en 4 ans. Et c'est avec un immense plaisir que j'y reviendrai parce que le public est extraordinaire. Vous pouvez, nous parler du Bar des Oiseaux? Alors le Bar des Oiseaux, c'est super parce que c'est un tout petit théâtre magnifique, très très confortable pour les artistes. La scène n'est pas bien grande, mais ça suffit pour les one-man show ou pour les two-man show, hein, c'est bien. Ensuite, vous avez un bar qui vous accueille après le spectacle pour dîner ou bien avant, et ça se passe très très bien, c'est extraordinaire. C'est sympa, c'est convivial. Oui, très convivial. Ouais. Parce que l'équipe qui vous accueille est vraiment très dynamique. Il y a une vraie passion du théâtre, on le sent. Alors, vous tournez actuellement au cinéma avec Anne Roumanoff, c'est ça, au théâtre, avec Les Caves du Vatican, son spectacle? Alors, Les Caves du Vatican, c'est un spectacle qui a été mis en scène par Thierry Jeanne et qui est écrit par André Gide. C'est formidable, une pièce de théâtre formidable. Il a fallu la réadapter pour le théâtre parce que c'est un roman au départ que Gide avait lui-même adapté. Et dans mon actualité aussi, je suis sur comédie avec C'est la crise avec Anne Roumanoff. Voilà. Et vous pouvez nous parler de cette émission? Alors c'est une série humoristique sur la crise du moment. Effectivement, c'est une mère de famille qui trouve du travail au sein de la télévision et autres. Elle vient en tant que, pour voir comment ça se passe. Et il y a un tas de gags qui se passent autour d'elle parce qu'il y a un jargon bien spécial à la télévision. Il y a une équipe. C'est très spécial à la télévision. Elle le retrace bien. Elle connaît bien le travail. Et c'est elle qui a écrit la série. D'accord. Alors parlez-nous de ce personnage, Jean-Jacques. Ah, Jean-Jacques, merveilleux personnage qui me suit depuis très très longtemps. Moi je suis originaire de Toulouse et j'ai créé ce personnage dans un restaurant qui s'appelait La Tantina des Burgos et qui était une chanson de Lucien Jeunesse. Je faisais le faux serveur déjà. Je faisais le faux serveur, c'est-à-dire je servais les gens, je faisais que des bêtises, bien sûr sans gâcher la nourriture ou leur plat. Hein. J'étais là pour perturber un peu le service, mais tout en restant très correct. Et je prenais la tête de Jean-Jacques, c'est-à-dire j'avais un faux dentier parce que je m'intéressais depuis toujours au maquillage et aux effets spéciaux. Je me fabriquais mes propres dentiers, les perruques que j'achetais, des lunettes tout à fait normales, et donc on ne voyait pas que j'étais déguisé. Et les gens croyaient que j'étais un vrai serveur. Et ensuite je suis parti au Club Méditerranée où je suis resté pendant 12 ans à travailler au Club Méditerranée. Et toutes les semaines, je faisais un faux GM, ce qu'on appelle un gentil membre, un client du club, qui venait passer ses vacances, et je faisais un faux GM. Et les gens confondaient le faux GM, donc Jean-Jacques, qu'ils appelaient. Tout le monde le connaissait parce qu'il faisait que des conneries toute la journée. Et le soir, moi, j'étais sur scène où j'animais les jeux à 14h. Et on venait me voir, on me disait, tu sais, tu devrais prendre Jean-Jacques parce qu'il est très fort. Il est très fort en animation, il nous fait rire. En fait, c'était moi, j'étais victime du propre succès de mon personnage. C'était formidable, ça. Et ensuite, j'ai quitté le Club Méditerranée en 2003. J'ai joué dans une pièce de théâtre que j'avais écrite en 97 au Club Méditerranée. Et en 97, je l'ai joué à Paris, au Palais des Glaces. Ça a été
dans beaucoup de grandes scènes, c'est Gérard Louvain qui l'avait pris, ce spectacle, qu'il avait produit au départ, et on a fait des grands théâtres avec. Et ensuite, donc, j'ai écrit Jean-Jacques, parce que en fait, je me disais, mon personnage, c'est dommage qu'il meure comme ça, je peux pas le laisser partir, je vais écrire pour lui. Et je me suis mis à écrire tel qu'il était. Alors, comme c'est vrai qu'il n'est pas ragoûtant au niveau physique, ben, j'ai joué là-dessus, et j'en ai fait vraiment une vraie autodérision, quoi. Alors finalement, il vous suit partout. Ah ben oui. Bah oui, il est toujours présent, toujours là. Ça fait, on va dire, presque 23 ans qu'il est là. Ouais. On vous le réclame sans arrêt, quoi. Bah oui. Ouais. Bah oui, parce que ce soit en faux serveur ou en one-man show, parce que j'utilise encore le faux serveur de temps en temps, je fais un faux serveur. Bien sûr, les gens ne savent pas que c'est moi, puisque je me dévoile pas. C'est ça qui est amusant. Et j'ai eu une émission il y a quelques années sur France 2, on avait remplacé un gars et une fille, ça s'appelait La Bande de Ouf. Oui, c'est ça. Et je suis resté 4 ans à l'affiche tous les soirs à 19h45 en attendant les infos du 20h. Et c'est vrai que j'avais une certaine notoriété. Et je me cachais en fait derrière Jean-Jacques pour pouvoir jouer mes scènes, parce que j'avais pas envie qu'on vienne me voir, parce que c'était moi qui passais tous les soirs à la télé. Je voulais qu'on vienne me voir parce que c'était Jean-Jacques. Alors qu'aujourd'hui, c'est terrible, parce que quand vous avez quitté l'espace télévision, on va dire, vous êtes plus sur cette vitrine-là, et 6 mois après, on vous a oublié. Tout va très vite aujourd'hui. Ah oui, tout va très vite, ça c'est clair. Il faut garder la tête froide. Ah oui, tout à fait. Mais finalement, comment en êtes-vous arrivé à la comédie? Quel a été votre parcours? Alors, mon premier parcours, avant tout, c'est le dimanche après-midi, en famille, avec mes frères. On regarde les films que nous passe mon père qui était un grand cinéphile. Il nous passait les Charlie Chaplin, les Max Linder, les Laurel et Hardy, tous ces gens, alors Lloyd, Buster Keaton, tout que du visuel. C'est pour ça qu'après j'en suis venu à écrire que du visuel. À l'âge de 7 ans, j'ai intégré une troupe de théâtre, mais je faisais rien dedans, je faisais que des gags visuels, voilà, parce que j'aimais ça. Et ensuite j'ai commencé à écrire. Et à 12 ans, j'ai intégré une autre compagnie de théâtre, tout à fait amateur, jusqu'à 24 ans, où j'ai fait des grandes pièces, du classique en passant par Molière, La Biche, Racine. J'ai joué plein de choses, du Pagnol, c'est ça qui m'éclatait, on peut jouer du Pagnol. Ouais. Et j'ai joué ça pendant jusqu'à 24 ans, je vous dis, et entre 19 et 24 ans, j'ai monté mon premier one-man show, j'étais imitateur. Et quand je suis rentré au Club Méditerranée, c'était en tant qu'imitateur. Et c'est là où j'ai fait mes premières armes, et j'ai vite déchanté, j'ai arrêté de faire de l'imitation quand j'ai rencontré Nicolas Canteloup. Ah oui. Eh oui, parce que Nicolas était au club, lui il était moniteur d'équitation. Oui. Et le premier soir où je suis arrivé à Pompadour, on m'a dit, puisque tu es imitateur, ce soir tu vas sur scène, il y a un spectacle d'imitation, on intervient, on fait plein de numéros de cabaret, et tu feras un numéro d'imitation. D'accord. J'ai fait Michel Boujna, Coluche, j'ai fait plein d'imitations. Mais qui est-ce qui me présentait? Nicolas Canteloup, que je connaissais pas du tout, et qui déjà faisait un carton. Un homme formidable. Vous pouvez nous parler en 2 mots du personnage? Vous le connaissez bien? Oui, oui, Nicolas Canteloup, c'est quelqu'un. Moi, il m'a beaucoup éclaté, parce qu'au départ, comme tout le monde, comme n'importe quel artiste pas sûr de lui, vous voyez, toujours à ruminer, à écrire, à tourner des phrases, à tourner des gags écrits. Et il était formidable, parce qu'il était moniteur d'équitation très sérieux. Parce que les gens, quand ils le voyaient sur scène la veille et qu'il le lendemain prenait un cours d'équitation avec lui, alors Nicolas, tu peux nous faire Maïté, tu peux nous faire Chirac, tu peux nous faire... Bon voilà, tous ces trucs-là. Et lui, il leur disait, s'il te plaît, rentre tes pieds dans les étriers, rien que la pointe, assieds-toi bien comme il faut. Et il restait très sérieux. Vous voyez, c'était une contrebalance de son personnage, et en tant que Géo, et en tant que Nicolas Canteloup sur scène. Un garçon formidable, vraiment, le cœur sur la main, généreux, en amitié, formidable. Alors vous devez vous amuser aussi très très bien avec Anne Roumanoff. Oui, parce que elle est excellente. Moi, elle m'a scotché quand on a fait l'Olympia ensemble, parce que à l'Olympia, elle était là à 9h le matin, elle donnait rendez-vous tous les matins à 9h, parce que forcément, elle sortait de la radio, elle retournait écrire, le lendemain, elle y retournait, et elle donnait rendez-vous. Et il y a des gens qui arrivaient en retard, parce que c'est le quart d'heure parisien, j'en sais rien, c'était vraiment dilettante. Et elle n'a jamais rien dit, mais au 3e jour, quand les gens
qui arrivaient en retard voyaient qu'elle était là à 9h pétante, ben, je vous promets que tous les matins après, tout le monde était à 9h. Tout le monde était à l'heure. C'est difficile parce qu'on répétait entre 7 et 8 heures par jour des danses, des chansons. Et elle est forte, hein, parce qu'elle écrivait elle-même les sketchs, elle retouchait ses propres sketchs. Elle était mise en scène, mais mieux pour avoir un peu de recul de la part de quelqu'un d'extérieur, mais formidable. Et travailler avec elle, c'est une grande leçon quand même. Oui, je me doute. En règle générale, justement, quand vous écrivez vos sketchs, vous vous inspirez quoi? De faits de société, des hommes politiques, vous observez les gens dans la rue? Alors, pour Jean-Jacques, c'est différent. C'est quelqu'un de très naïf, Jean-Jacques. Oui. Donc, il va parler de lui, de sa vie, avec les femmes, avec les docteurs, avec les psys. Alors, c'est une pure fiction, hein. Oui, bien sûr. Hein, j'ai rien vécu. Et pour séduire, Jean-Jacques, il va faire de la magie. Il va faire des choses dans son spectacle qui font que c'est vraiment une émulation dans le public. Vraiment, les gens ils sont scotchés en voyant tout ce qui peut donner Jean-Jacques sans vouloir faire du spectacle. Alors pour écrire, je suis inspiré vraiment de tous les petits malheurs qui pouvaient arriver à quelqu'un, qu'est-ce qui peut arriver dans la vie de quelqu'un, ou dans une journée, ou tout au long de sa vie. Ensuite, pour écrire pour d'autres personnages que j'ai écrits, oui, je m'inspire de ce qui peut arriver dans la vie, les aléas, les impondérables, pas les hommes politiques, parce que la politique c'est quelque chose de très à part, et il faut vraiment être quelqu'un de très pointu pour arriver à faire rire avec des choses qui sont assez sérieuses, on va dire, et qui nous touchent de près. Le spectacle que j'avais écrit, par exemple Clinique, qui était un spectacle visuel, donc on jouait avec des onomatopées, il n'y avait pas vraiment un dialogue parlé, c'était des onomatopées, et on alignait le geste et la parole, et c'était assez incroyable parce que c'est un spectacle qu'on pouvait jouer dans le monde entier. Et d'ailleurs, un des clones de Fellini, Alberto Colombaioni, qui était venu nous voir, nous disait c'est formidable ce spectacle, c'est à la hauteur de El Tricycle, et c'est 3 Catalans qui font que du visuel. Et ce spectacle, c'est Éric Métayer qui l'a mis en scène. D'accord. Quand on lui a proposé, il a mis en scène tout de suite parce qu'il s'est régalé. Il pouvait faire du cartoon visuel, quoi. C'est formidable, hein. Travailler avec Éric Métayer, c'est un grand moment aussi parce qu'il est vraiment formidable, quoi. Et donc moi, je me suis appuyé pour l'écriture de spectacle sur on va dire une erreur médicale dont mon père avait été victime. Et je m'étais dit, je vais faire un spectacle sur les toubibs, je vais te les assaisonner, mon pauvre. Ça va être vraiment c'était comme du Molière à l'époque. J'étais revanchard. Et en fait, non, les toubibs qui venaient nous voir, ils disaient, c'est vachement bien, mais vous n'allez pas assez loin. Ah oui. Vous vous rendez compte? C'était incroyable. Incroyable. Parce qu'on faisait quand même une chorale de gens qui avaient subi des trachéotomies, quand même. Ah oui, quand même. On faisait des Big Gees avec, on faisait Staying Alive avec des trachéotomies. On faisait le fauteuil roulant. Moi, j'ai eu un terrible accident il y a quelques années où je suis resté en fauteuil pendant 3 mois et j'ai compris ce qu'on pouvait ressentir à être cloué là toute sa vie. Et quand j'écrivais le spectacle, je me disais, bon, imagine quelqu'un qui est sur un fauteuil, qu'est-ce qu'il fait pour s'amuser? Voilà, parce qu'il faut passer à autre chose au bout d'un moment. C'est pas de la fatalité, on se dit, de toute façon, je peux pas faire autrement, je vais aller de l'avant. Et donc ces gens-là vont de l'avant. Et quand ils venaient nous voir dans Clinique, on leur avait fait des sketchs qui traitaient le fauteuil roulant, ils le traitaient comme une auto-tamponneuse, où le fauteuil était en fait, il était customisé avec des rétros, la radio et trucs comme ça. C'était magnifique. Et quand les gens venaient nous voir en fauteuil roulant, ils disaient, mais c'est vachement bien, c'est super. Alors le regard qu'ils portent eux sur ce spectacle et ce morceau du spectacle n'est pas le même que pourrait porter quelqu'un qui n'est pas sur un fauteuil roulant. Oui, je me doute. Celui qui n'est pas sur un fauteuil, il va s'apitoyer, il va dire mais ça se moque. Alors que ceux qui sont sur un fauteuil, ils disent oh là là, lâchez un peu de mou les gars qui n'êtes pas sur un fauteuil parce que ce qu'on voit là, c'est vachement drôle. Voilà, ça c'est formidable, c'est formidable. Des paroles comme ça. Est-ce qu'il y a des sujets, des faits de société qui vous sensibilisent, que vous aimeriez mettre en scène? Oui, moi j'aimerais mettre en scène des faits historiques. Des faits historiques, mais pour aller chercher l'absurdité de ce fait historique qu'on nous apprend à l'école, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai, ce n'est pas possible, sans remettre en doute certains faits historiques, mais moi j'ai toujours planché sur l'histoire, je me suis toujours régalé, mais sauf que j'ai tellement lu
sur Jeanne d'Arc, par exemple, je connais le sujet, sur Henri IV aussi, sur beaucoup de grands héros historiques, je connais beaucoup de choses. Et quand on lit plusieurs faits historiques par plusieurs auteurs, on s'aperçoit très vite qu'ils se contredisent et que l'histoire ne sert toujours que le vainqueur. Et donc, j'aimerais tourner en dérision certains faits historiques. Voilà, mais ça m'éclaterait de reprendre des gags historiques. Il y a Mr Bean, par exemple, Rowan Atkinson, le héros de Mr Bean. Il a écrit Blackadder, qui est une satire anglaise sur certains faits historiques. C'est à mourir de rire. Il est à hurler de rire, ce gars. Ah, vous avez une idée? Oh, pas forcément, non. Mais Napoléon, parce que ça me tient à cœur aussi. Ah oui, Napoléon, oui. Oui, parce Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, surtout, le méchoui. En fait, non, mais c'est vrai, les gamins, quand on dira à ma fille, moi, je vais lui dire, tu sais, Jeanne d'Arc, elle a entendu des voix, elle est partie délivrer Orléans, on l'a brûlée à Rouen, en 1432. Je vais lui dire ça. Je vais lui dire qu'elle est partie délivrer la France parce que bouter l'anglais hors du pays parce qu'elle a entendu des voix. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Surtout que Jeanne d'Arc, au procès, on l'a pas brûlée parce qu'elle avait entendu des voix, parce qu'elle avait pris l'épée, c'est parce qu'elle s'était habillée en homme. Oui, mais c'est parce qu'elle est habillée en homme qu'on l'a brûlée. C'est incroyable. Quand vous apprenez ça à l'école, on ne vous apprendra jamais à l'école, ça. Et quand vous apprenez ça après sur des bouquins d'histoire, ah ouais, quand même. D'ailleurs, certains disent qu'elle n'a même pas été brûlée, alors bon. Ah, oui, qu'elle aurait été remplacée. Oui, il y a des hypothèses qui disent qu'elle a été remplacée parce que si c'est réellement la sœur de Charles VII, ou la demi-sœur, on peut pas la brûler. Oui, tout à fait. Et il y a plein d'hypothèses comme ça sur les personnages historiques qui sont complètement différents de ce qu'on nous a appris à l'école. Mais oui, complètement. Et Alésia, Vercingétorix, César, il s'est attribué une guerre. Si guerre il y a eu, on va dire, une victoire. Victoire il y a eu. Alors vous avez participé à plein de festivals, vous avez reçu des prix, notamment le prix du public festival des Deux-Vos, celui de Rocancourt, des Cueillis, le café-théâtre festival de Rochefort, je crois, c'est ça? Oui, Rochefort en Belgique, oui. En Belgique, voilà. Et puis beaucoup d'autres, Festival d'Avignon. 14 prix en 10 festivals. Oui, c'est formidable ça. Oui, je suis content parce qu'en fait, Jean-Jacques, c'est ça. Jean-Jacques, il fait l'unanimité. Mais au départ, moi, j'ai pas voulu faire l'unanimité. Moi, je voulais faire marrer les gens, mais on s'aperçoit vite fait que Jean-Jacques, il retrace, chacun s'y retrouve parce que c'est un anti-héros. Oui. En fait, quand on parle de ces héros, quand on parle en général dans la vie, que ce soit dans une entrevue ou à des gens à table ou ailleurs, on cite des héros parce que on a envie de recevoir ces gens-là. On a tous un peu Indiana Jones au fond de soi. Mais quand on se parle à soi-même devant une glace, on se trouve pas folichon des fois. On est les seules personnes à qui on n'arrive pas à mentir, quoi. On se dit la vérité, on se regarde au fond des yeux et des fois on connaît ses travers. Et ces travers, très souvent, ils sont exacerbés. Ou alors on est psychopathe et on se croit le meilleur, quoi. Et c'est pour ça que Jean-Jacques, lui, il apporte un vrai regard à certaines personnes qui se reconnaissent en lui, un loser magnifique, qui ne craint rien du tout. Vous savez, c'est comme un mec qui est complètement bourré. Rien ne peut lui arriver. Il est capable de tout. Il est capable de tout, d'insulter tout le monde, de vouloir payer à boire à tout le bar alors qu'il n'a pas un sou en poche. Il est capable de traverser un pont à cloche-pied, il y a l'eau en dessous, enfin, j'en sais rien, quoi. Il insulte tout le monde en montant sur la table. Il ne peut rien lui arriver à ce mec bourré. Jean-Jacques, lui, il n'a pas besoin de boire et il est capable de tout. Il ne peut rien lui arriver. C'est formidable. Oui. Nous sommes en compagnie de Jean-Loup de Tapia sur Fréquence Évasion, c'est Paroles de Star. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est Paroles de Star. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Loup de Tapia. Alors vous avez fait plein de télé, le Grand Cabaret avec Patrick Sébastien. Oui. Et puis vous avez participé 4 fois, je crois, à l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche. Oui, en tant qu'invité, on était... Au départ, c'était pour la bande de ouf. Après, ça a été pour Clinique.
Après, c'est parce que Nicolas Canteloup nous avait invités. Ouais. Et ensuite, ça a été pour une soirée du Club Méditerranée. Parce que Michel Drucker nous a dit, tiens, c'est incroyable, et chaque fois que je vous fais venir sur mon canapé rouge, je vous parlais du Club Méditerranée, et vous retrouvez un peu toujours les mêmes personnes. Et je dis, oui, parce que, en fait, on vient du Club Méditerranée, qui est une grande école. Et là, il a dit, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être un vivement de dimanche au Club Méditerranée? On a planché dessus, ça nous a pris 3 mois. Et on a fait venir tous ceux qui avaient, ou du moins tous ceux qui avaient un pied dans le spectacle, un peu grâce au Club Méditerranée. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a Yves Duteil, Gérard Lenormand, Alex Métayer, Éric Métayer, Marlène Jobert, enfin, ça c'est pour Anne Romanoff, pour ne citer que les plus connus. Hein. Et après, il y avait les gens de Saint-Martin, il y avait nous, Clinique, Bandouche, il y avait voilà, c'est incroyable. Et bon nombre de réalisateurs, bon nombre de techniciens viennent du Club Méditerranée. Ce sont les plus prisés parce que ils ont du travail fort au Club Méditerranée. Alors ça se passe comment une émission avec Michel Drucker? C'est très carré. Déjà, vous avez Françoise Coquet qui, si vous êtes là, c'est parce qu'elle vous a sélectionné. C'est son assistante. C'est parce qu'elle aime bien ce que vous faites. Une émission, on démarre le mercredi à enregistrer pour le dimanche, en fait. C'est extraordinaire parce que c'est quelqu'un de très pro, qui a toujours quelque chose pour aller de l'avant. Voilà, c'est quelqu'un de très optimiste. Une personne agréable. Oui. Qui a plein d'anecdotes à raconter. Qui est très modeste, justement. Il est pas quelqu'un qui va... Il a rien à prouver. Il est extraordinaire. Monsieur Drucker, j'appelle monsieur. C'est un grand monsieur. Et avec Patrick Sébastien, c'est différent? Super aussi. Pareil. Patrick, c'est quelqu'un qui a pu faire rentrer l'évision chez tout le monde. Qui, au départ, était un outil réservé, on va dire, un peu à l'élite. Parce que si on regarde bien les émissions culturelles, tout ce qui se faisait dans les années 60-70, c'est très culturel. Les émissions, on va dire, de divertissement, c'est de la chanson française, un peu de la pop anglaise. Il y a du sketch, mais c'est au théâtre ce soir, vous voyez. Avec au théâtre ce soir, on va arriver un peu à la populariser, la démocratiser. Et puis lui, il a fait des émissions qu'il a écrit lui ou dont on lui a soufflé le programme et il a commencé à la démocratiser, à la faire rentrer chez vous. Et c'est vrai que si vous regardez le plus grand cabaret du monde, il y a quand même les plus grands numéros passent chez lui. Oui, c'est vrai, tout à fait. Il faut attendre d'aller au cirque ou d'attendre que le cirque du Soleil ou le cirque de Moscou vienne dans votre ville pour aller voir des grands numéros. Pour ne parler que de ça, après ces émissions qu'il avait, Carnaval, C'est chaud, tous ces trucs-là, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que lui, il ne se prend pas au sérieux. Avant de rentrer dans le cercle du plateau d'enregistrement, il y a une plaque où il y a écrit « Entrée des artistes, mais pas des stars ». Et il a raison de marquer ça parce que chacun, il a reçu les plus grands, il connaît les plus grands, que ce soit au niveau artistique ou politique. Il a un dossier sur tout le monde s'il veut. Mais il est extraordinaire parce que il est vraiment à cœur ouvert ce bonhomme. À cœur ouvert. Et c'est un grand artiste parce qu'il a fait démarrer la plupart d'entre nous, que ce soit de Nicolas Canteloup, ou nous sur la bande de ouf avec Clinique, ou enfin moi parce qu'il m'a donné mes chances en 2002. La première fois que j'ai fait une télé, c'est avec lui. Il a Albert Dupontel, comment il s'appelle, les Charles et Dino. Il a donné l'opportunité à des gens de réussir. Oui, tout à fait. Yves Pujol, qui est un grand monsieur, avec le groupe Aioli, quand il tourne, c'était quand même c'est Patrick Sébastien qui les a fait connaître. Vous voyez, c'est formidable. Et ça continue. Vous avez fait des caméras cachées aussi? Oui, sur TF6. Il y a très très longtemps. Ah oui? Oui, parce que je faisais caméra cachée parce qu'en fait, vous savez, c'était l'époque où il y avait les télé-réalités, où on demandait à soulever un rideau. Vous voulez voir la personne ou vous voulez pas la voir? C'était deux animateurs, dont je me souviens plus le nom, pardon, qui faisaient ça. On vous avait retrouvé et vous aviez un rideau qui vous séparait. Est-ce que vous êtes pour ou pas pour rencontrer la personne? Voilà. Et on soulevait le rideau et bon. Et c'était un gag en fait. La personne qui était convoquée croyait réellement qu'il y avait son grand-père là. Ensuite, c'était avec Olivier Mine. On faisait semblant de tricher lors des jeux. On faisait des jeux, c'était des jeux de questions-réponses, et on faisait semblant d'avoir les questions et de tricher. Alors, une nana dans les toilettes, bien sûr, j'étais microté, mais la nana, elle le savait pas. Et alors que c'était une caméra cachée, tout était filmé. Et quand la nana lui montre dans les toilettes avec Olivier Mine,
elle se disait, bon, je vais peut-être avoir droit à une réponse sur une question pour arriver à tricher. C'était un vrai gag, on rigolait. Ah, vous êtes bien amusé, ces caméras cachées. On a bien ri. Et vous avez l'intention d'en refaire D'ailleurs, les auditeurs aiment bien tout ce qui est caméra cachée, les pièges comme ça. Il y avait une émission, je me souviens plus, il y a quelques années déjà, Surprise. Ah, surprise, Marcel Béliveau, qui est un grand... Ça, c'est un grand aussi, la caméra cachée canadienne. Ils avaient les moyens, parce qu'ils allaient très loin avec des moyens extraordinaires. C'était pas de la gnognotte, leur scénario. Vous voyez, c'était bien ficelé. Hein. Oui, tout à fait. Quand ils traitaient un scénario, c'était magnifique. Ouais. Et moi, j'adore François Damien. Oui. Moi, j'ai vu ces caméras planquées, là, François Damien, extraordinaire, un grand monsieur. Je me mets à genoux, chapeau bas, il me fait rire tous les jours. Ça manque tout ça, hein. On en a besoin. Ah ben oui, bien sûr. Par les temps qui courent et quand il ne court pas, quand il galope, on en a vraiment besoin. Oui, aller au spectacle. Là, ça galope. Hein. Comment vous êtes accueilli en général par le public? Alors, au départ, le public se demande qu'est-ce que c'est cet ovni. Oui. Parce que j'ai pas un physique ragoûtant avec Jean-Jacques Si. Parce que j'ai vu que vous êtes allé fureter partout pour avoir une vraie biographie. Vous avez fait un super boulot, hein, Alain, formidable. Et donc, vous avez vu le physique de Jean-Jacques. Oui. Alors, Jean-Jacques, il est pas ragoûtant physiquement. De prime abord, on n'a pas envie d'être abordé ou de l'aborder. Donc, quand on vient le voir, on ne sait pas ce qu'on va voir. On va voir ce petit bonhomme. Je suis pas très grand en plus de taille, donc je suis pas impressionnant, vous voyez. Mais avec le regard et avec ce physique-là, je laisse pantois quand même, parce que les gens se disent mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Et quand je commence à parler, je joue du kazoo avec le nez et non pas avec la bouche, mais avec le nez. Et quand je joue, là, ça scotche tout le monde. Je me dis, mais il est complètement allumé, ce mec-là. Je chante des chansons courtes, qui sont très très courtes, du style les araignées sont toutes atteintes de cystite, de la plus grande à la plus petite, elles ont toujours une grosse envie de tisser. Vous voyez, c'est toujours, ça finit par un jeu de mots. Oui. C'est toujours, il y a toujours une chute qui casse quelque chose. Et donc j'ai une 80 chansons comme ça. Je chante pas 80 sur scène, hein, attention. J'en disperse un peu le spectacle est jonché de chansons courtes. Il y a vraiment des sketchs dedans qui sont à jeu de mots, qui sont à tiroir. Je fais passer un livre d'or. Et à la fin du spectacle, le livre d'or, je le lis quand les gens sont partis. Je retrouve un peu toujours les mêmes commentaires qui reviennent. C'est surtout ne vous faites pas soigner. On en a besoin. Merci beaucoup. Plus besoin de psy avec Jean-Jacques. Merci pour ce spectacle déjanté. Merci pour ce spectacle jamais vu. Alors, ce qui revient souvent, c'est ça, c'est que c'est du jamais vu. Alors, parce qu'il y a plusieurs humoristes qui vont traiter l'actualité, qui vont traiter leur vie, qui vont traiter des faits de société. Et si vous regardez, c'est souvent la même chose. Quand vous recevez quelqu'un qui fait du stand-up au niveau de Man Show, c'est souvent la même chose. Jean-Jacques, il dit pas ces choses-là. C'est quelque chose de vraiment à part. Oui, et puis en plus, c'est pas grossier. Voilà, parce que certaines personnes nous disent, quelquefois, les humoristes vont un peu trop loin, ils sont un peu grossiers. Là, c'est pas le cas. Non, ça me fait pas rire, moi. Donc, je pourrais pas faire rire avec ça. Oui. Avec des, vous voyez, parce que sous la jambe, c'est facile, hein, d'aller sous la jambe. Oui, tout à fait. Alors qu'après, le reste, quand c'est écrit, quand il y a quand c'est des jeux de mots, quand il y a une situation rocambolesque et burlesque, c'est difficile à mettre en scène et à en parler et à faire passer le message, parce que tout le monde n'a pas la même visibilité face aux mêmes mots. C'est-à-dire que vous allez dire quelque chose, vous allez raconter une histoire, il y a des gens qui voient une espèce de bande de vidéos qui défile dans leur tête, où ils visualisent la situation. Et il y en a d'autres, non. Ils ne le voient pas. C'est pas grave, c'est à nous, en tant que comédiens, d'arriver à faire passer la chose de façon à ce que tout le monde la comprenne plus ou moins en même temps. Tout à fait, oui. Alors, vous êtes toulousain. Oui. Donc, est-ce que vous regrettez pas un peu Toulouse? Je suppose que vous vivez à Paris. Alors, je vivais à Paris jusqu'à l'an dernier. Après, j'ai une petite fille, donc j'ai déménagé en Charente-Maritime pour rejoindre ma compagne et ma petite fille. J'ai gardé mon pied-à-terre à Paris parce que j'en ai besoin pour travailler, c'est tout à fait normal. Bien sûr. Mais Toulouse, oui, je regrette. Pour le climat, pour la bonne ambiance. Alors, le public, je le connais pas trop. Ah bon? Et je vous fais une confidence parce que je vais vous dire, il y a 2 ans, j'étais en train d'enregistrer une émission avec Philippe Vaillant, le mari d'Andrew Manoff.
j'ai enregistré une émission avec lui. On a enregistré à Saint-Orens, à côté de Toulouse, dans un théâtre qui s'appelle l'Altigone. Et à la fin, on m'a donné la parole et j'ai poussé un coup de gueule où j'ai dit, écoutez, je suis un enfant de Toulouse, je n'ai jamais travaillé à Toulouse, alors s'il vous plaît, faites parce que nul n'est prophète en son pays, et là je le ressens. Et en fait, le premier qui m'a donné ma chance à Toulouse, c'est Jean-Paul Rouillet, qui tient justement l'Altigone, qui est directeur de l'Altigone, un monsieur formidable et adorable, qui a beaucoup fait pour la promotion des artistes qui passaient chez lui, et bien après, parce que c'est un monsieur extraordinaire. Et un jour, il m'a proposé de faire le Zénith de Toulouse. Oh, en effet. 6000 personnes. Extraordinaire, quand même. Donc, en un an, j'ai fait plus de public que je n'aurais jamais eu en 10 ans, on va dire, en Jean-Jacques. C'est certain. Voilà, c'est formidable. Parce que, artistiquement parlant, Toulouse, c'est très riche. Hein. Ah, c'est très très riche. Alors là, on est en train de travailler pour m'y faire travailler aussi. J'ai des diffuseurs qui sont en train de s'occuper de ça. Mais c'est difficile parce que on me connaît pas là-bas, par exemple. Dommage. Ben oui, mais Jean-Jacques, dans le milieu, je suis très connu, mais je suis pas connu auprès du grand public. Voilà, mais dans le milieu de la télé, du cinéma et autres, je suis connu. Mais pas auprès du grand public. Mais c'est pas grave, hein, moi je me vis très bien. Moi, ça me permet de nourrir ma famille. Oui. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose, c'est sûr. Est-ce que vous avez des projets? Oui. Quels sont-ils? Un grand projet. Alors, j'ai écrit il y a 8 ans des scénettes sur les sports, d'accord, qui sont visuels. Ce ne sont que des gags visuels sur le sport. Et je suis allé les montrer à France Télévisions. Les dirigeants de France Télévisions ont trouvé ça extraordinaire. Sauf que j'arrive un peu tard par rapport aux Jeux Olympiques. Et ils ont dit que les prochains Jeux Olympiques, ce serait bien de pouvoir faire quelque chose dedans. Parce que moi, je défends le projet en disant que quand on regarde les Jeux Olympiques, il y a des jours, il y a certains après-midi, il n'y a rien, c'est creux, c'est vide. Pourquoi? Parce qu'on voit des gens s'entraîner. Et l'animateur qui fait son travail très très bien, qui va dire, on voit l'équipe Éthiopie qui est en train de s'entraîner. Là. Et au lieu de dire ça, on passe un gag visuel qui dure 15 secondes, ça met tout le monde d'accord et ça fait marrer. Et quand je leur ai montré aux dirigeants de France Télévisions, ils ont dit, mais c'est ça qu'il nous faut. Donc, je suis encore en pourparlers. J'en ai tourné 19 minutes. D'accord. J'avais loué Charletti pour l'occasion avec des comédiens qui m'ont tous filé un coup de main, c'est super. J'en ai tourné un premier pilote et ça fonctionne parce que ça peut être vendu dans le monde entier. Oui, c'est une idée originale. Ah bah oui, assez. Je suis très content de l'avoir eu. Alors on peut vous retrouver sur Internet? Vous avez un site? Oui, c'est jeanloudetapia.com. Vous tapez Jean-Loup de Tapia, de toute façon. Ça sort. Jean-Loup de Tapia. Jeanloudetapia. Alors, qu'est-ce que l'on peut retrouver sur ce site? Des vidéos, des extraits de spectacles? Oui, il y a des vidéos. Alors, justement, il y a la vidéo des sports. Vous avez un bout de vidéo des sports. Ça fait partie de mes projets. Vous avez un bout de vidéo de Jean-Jacques, la magie, ou la biographie, un des deux. Et puis, vous avez une vidéo avec un copain à moi. On a monté un duo. Ça s'appelle 365 parce que c'est la somme de nos deux tailles. Lui mesure 2,02 m. Oh là là, oui, moi, en effet. 1,63 m. Donc vous voyez, il a le rôle d'un cuisinier dedans. Moi je suis un gars qui vient manger dans son resto. C'est rocambolesque aussi. Et on a monté un duo très burlesque tous les deux. Il tourne depuis quelques mois. D'accord. Pour terminer, un message adressé aux auditeurs. Oui, déjà je vais leur dire merci. Parce que sans auditeurs, on ne pourrait pas exercer ce métier. On peut dire tout ce qu'on veut, mais merci beaucoup de nous écouter et de vous déplacer dans les salles de spectacle, parce que le spectacle vivant, il faut continuer à le faire vivre. D'accord. Voilà, merci du fond du cœur au nom de tous les comédiens de France et de Navarre. Et puis aux Toulousains par la même occasion, qui nous écoutent. Aux Toulousains, à tous les gens de France. À tous les gens de France. Voilà. Merci Jean-Loup de Tapia d'avoir participé à cette émission. À très bientôt. Bonne chance pour la suite. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup tout le monde. À très bientôt. Bon, en fait, tout n'a pas très très bien commencé. Le jour de ma naissance, Dieu n'a pas eu l'Oscar du designer, par exemple. Vous voyez ? Même la sage-femme, elle a cru que j'arrivais par le siège. Alors que non, pas du tout. Elle a tellement eu peur, elle est allée chercher un vétérinaire. Il m'a pris dans les bras, il a dit « Mais c'est rien, ça madame, c'est une chauve-souris !» Il m'a jeté en l'air. Oh, bien sûr, je me suis pas envolé, à l'époque, j'avais pas encore de sonar. Bon. N'empêche, moi, le jour de ma naissance, j'ai pas pleuré. Mais alors,
pas du tout, hein. Ma mère, oui, ma mère, elle a beaucoup pleuré. En fait, ma mère, elle n'a pas eu les nausées pendant la grossesse, elle les a eues après ma naissance. En fait, ma mère, elle était tellement dégoûtée, mais alors tellement dégoûtée qu'elle me donnait le biberon par le cul pour pas voir ma figure, comme ça. Bon, dans un sens, t'as mieux, parce qu'en fait, ça m'habituait au thermomètre. Parce qu'en fait, ma mère, elle confondait le thermomètre et le baromètre, vous voyez? Bon, alors bien sûr, quand j'avais une poussée de fièvre, ça marquait ton variable. Bon, après, elle dit, bon, ben, Jean-Jacques, il faut le faire baptiser. Alors bon, ils m'ont amené à l'église et tout, le curé, il était là, en train d'arroser ses géraniums dehors, devant. Et puis il fait, oh, vous allez où avec le colis, là? Ben, on va le faire baptiser. Et oh, ça va pas, non, je fais pas les exorcismes, hein. Et alors, il m'a baptisé sur le parvis de l'église, comme ça, pour pas que je salisse l'intérieur, avec un jet d'eau. Tournez-le, madame, allez-y, tournez-le. N'empêche, le curé, maintenant, il est mort. Ouais, ouais, on l'a retrouvé un jour, mort dans son église, à côté de l'autel. Il était comme ça, assis sur sa Bible, avec un cierge à la main, comme ça. Ah non, c'est le contraire, c'est le contraire. C'est le contraire. Oui. Oui, oui. Il y avait le Serge... la Bible à la main. Après, ma mère, elle a dit, bon, bah, Jean-Jacques, il faut aller... Il faut aller en colonie de vacances, maintenant. Ouais. Et ils m'ont collé à la DAS pendant 6 ans. Alors, ça correspond à peu près à l'époque où mes parents, ils ont divorcé, hein, parce que mes parents, bon, ils divorçaient, et alors, en fait, ils se battaient pour, en plein divorce, hein, ils se battaient pour savoir lequel allait avoir la garde de l'enfant. Et c'est mon père qui gagnait, parce que le juge, il m'a confié à ma mère. Et en fait, mon père, après, il est mort dans un accident de la route. Parce que, oui, après le divorce, mon père, il dormait en face de la maison, sur un trottoir. Et un jour, ma mère, elle est venue, elle s'est garée un peu trop près, voilà. Alors, bon, on peut pas dire qu'ils sont morts dans un accident de la route. Enfin, la tête, oui, mais pas le reste, quoi. Alors après, j'ai rencontré des filles. Ah, c'était bon, les filles. Un jour, il y a une fille qui m'appelle, me dit, Jean-Jacques, viens vite à la maison, il n'y a personne. J'y suis allé. Effectivement, il n'y avait personne. Alors, mon psy me disait, oui, Jean-Jacques, est-ce que vous faites de l'amour avec des préservatifs? Oui, bien sûr que je fais l'amour avec préservatifs. Bon, je suppose qu'avec une fille, ça doit être mieux. Il m'a dit, restez là, on va vous faire passer le test du QI. Donc, il m'a fait passer le test du QI. Quand il a eu les corrigés, 2 heures après, il m'a fait passer un encéphalogramme. À cause des courants d'air, il a dit, à cause des courants d'air. Alors il me dit, bon, Jean-Jacques, il faut aller voir un sexologue. Alors bon, je suis allé voir un sexologue, c'était une fille. Et donc, alors la sexologue, bon, elle m'a dit, déshabillez-vous. Et oh. Doucement, coquine, va. Alors bon, je me suis déshabillé lentement pour qu'elle ait le temps d'apprécier quand même. Et elle m'a ausculté le sexe avec une pince à cornichon grande comme ça. De loin pour éviter que la bête lui saute à la gorge. Mais il faut une pince à cornichon, il faut du bois, parce que si c'est du métal, ça fait froid et puis après bon. Pour ausculter, c'est pas. Et donc, elle est là, le sexologue, elle m'a tordu le sexe là, comme ça, pendant plus de 20 minutes, comme ça, dans son pince à cornichon, comme ça. Pendant plus de 20 minutes, elle m'a ausculté dessous, dedans, dehors, comme ça, elle m'a tordu. Et après, elle m'a fait payer comme ça n'était servi toute une nuit. Et oh. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma fiancée. Bon, elle a jamais su, hein, non plus.
Et donc, elle était à la sortie de l'hôpital parce que j'adore me promener devant les hôpitaux parce que je trouve que ça sent bon. Et elle était là avec sa nuisette, avec des électrodes plein la tête, reliée à un flipper, et elle fumait sa clope dehors comme ça. Bon, alors, je passe, elle me fait, dis donc Jean-Jacques, devine ce que j'ai là. Je dis, je ne sais pas, madame. Elle me dit, la main paralysée. Bon, et... alors, je me suis fait une ou deux parties de flipper comme ça. Et bon, j'arrivais pas à le faire claquer, donc bon, je l'ai débranché. Et bon, la fille, bon, elle s'est endormie. Bon, alors, j'ai hésité entre... Bon, je l'ai ramené la fille à la maison. Alors, bon, en plus, c'était le soir de Noël. Elle était à la maison, comme ça, allongée. C'était super. Elle était douce à regarder. Bon, je savais qu'on n'allait pas être dérangé par le Père Noël ce soir-là. Parce que je lui avais pété la gueule dans l'après-midi devant le supermarché. Eh ben ouais, quand on t'écrit, tu réponds, c'est tout. Alors je commence à caresser la fille comme ça, qui dormait toujours. Bon, je l'avais nettoyée parce qu'elle sentait un peu fort l'hôpital. Et j'ai commencé à caresser comme ça. Et là, elle commence à pousser les petits cris. À se ridir comme ça, à se cambrer, à s'arc-bouter, les yeux révulsés. En fait, elle faisait une crise d'épilepsie. Hein. Fréquence Évasion.